Ok, merci beaucoup. Nous allons reprendre avec une deuxième série de présentations qui va nous amener techniquement à 13h15. Nous aurons une première présentation de M. Coste et M. Grandjean qui vont nous présenter les données LIDAR, donc un LIDAR pour le Parc national des forêts. Et à la suite de cette présentation, nous aurons une dernière présentation qui sera assurée par M. Dacosta, qui est Monsieur Dacosta, qui est docteur en informatique et coordinateur des plateformes de la MSH, et Monsieur Bach, qui est doctorant en linguistique. Donc, ils vont nous présenter sur les données Twitter. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Coste et Monsieur Ludovic Grandjean pour nous parler des données LIDAR. Vous avez la parole. Je vous remercie. Alors, je pense que là, a priori, vous voyez la première diapo. Hein, c'est bon pour tout le monde? Oui. Bon, parfait. Merci beaucoup de me donner l'occasion de participer et du coup de porter un petit peu la voix du Parc national de forêt sur cette question du LIDAR, alors qui pour nous est plutôt nouvelle. Enfin, vous verrez que pas vraiment, mais en tout cas, on débute dans la mise en place de LIDAR sur notre territoire. Je vais, pour commencer, bon, la première diapo vous résume toutes les personnes qui sont finalement partie prenante de ces questions au Parc national, mais pas seulement. On n'est que deux aujourd'hui à présenter, mais bien sûr, les autres noms qui s'affichent en bas de la diapositive sont des personnes qui, soit par le biais de la MSH, soit par le biais du NR Arteis, par exemple, ont été étroitement liés au projet qu'on va vous présenter. Je vais commencer par quelques diapositives en fait, qui vont planter un petit peu le décor et qui vont vous présenter le Parc national de forêt et son intérêt pour le ou pour les LIDAR. Et Ludovic, de son côté, aura une approche beaucoup plus technique et beaucoup plus précise que la mienne, je pense, par la suite. Voilà. Alors, le Parc national de forêt, c'est le tout petit dernier des parcs nationaux. Il a été créé l'an dernier à cheval entre la Côte d'Or et la Haute-Marne. Vous avez ici sur l'écran une diapositive qui vous rappelle où sont situés les autres parcs, qu'ils soient métropolitains ou ultramarins. Il n'y a que 11 parcs nationaux en France aujourd'hui, hein, y compris le nôtre. C'est petit comme famille d'espaces naturels protégés si on compare par exemple aux parcs naturels régionaux, qui de mémoire sont près de 60 à l'heure actuelle. Alors, ce qui nous distingue, c'est la motivation de création d'un parc national qui est fondé sur des patrimoines naturels, culturels et paysagers qui présentent un intérêt spécial qu'il importe de préserver. Et c'est là notamment où les parcs nationaux, mais comme finalement les réserves naturelles à certains égards, ont un cran de plus par rapport aux parcs naturels régionaux. Je parle des PNR parce que le Morvan, qui n'est pas très loin de Dijon, vous le connaissez sans doute également. Donc le cran supplémentaire, c'est le fait de disposer, je vais en reparler juste après, d'une zone de cœur réglementée qui nous permet d'avoir une action assez aiguë et assez précise en matière de connaissance et de préservation des patrimoines qu'on juge exemplaires, enfin, en tout cas emblématiques à l'échelle du parc. Voilà. Alors, je vous ai remis sur la gauche de l'écran les trois piliers fondamentaux qui sont ceux des parcs nationaux depuis maintenant les années 60, hein, puisque le parc le plus ancien, qui est celui de la Vanoise, a été créé en 63, si je ne me trompe pas, juste après que le cadre légal des parcs nationaux ait été élaboré en France. Ces trois principaux piliers, ce sont la connaissance des patrimoines naturels et paysagers a priori. Depuis 2006 et la loi qui a refondu les parcs nationaux, les patrimoines culturels sont également complètement intégrés à la démarche des parcs nationaux. Donc connaissance des patrimoines, préservation aussi évidemment, préservation voire restauration dès lors que c'est nécessaire, où ça présente un enjeu. Et le dernier pilier fondamental, c'est la mise en valeur et la transmission de ces patrimoines auprès des publics. J'élude, je passe un petit peu rapidement sur le quatrième pilier qui, chez nous, a pris une importance particulière parce qu'on est un parc national particulièrement habité. C'est le pilier du développement durable et du développement économique du territoire. Voilà. Voici la carte du territoire du parc national de forêt. Le grand trait, enfin le trait noir un peu appuyé que vous avez sur le contour, c'est celui qui délimite l'emprise maximale que peut avoir le parc. C'est ce qu'on appelle l'aire optimale d'adhésion. Les parties vert foncé, enfin vert foncé et très foncé, sont ce qu'on appelle le cœur du parc, auquel je faisais allusion juste avant, qui est un espace réglementé du territoire du parc national. En proportion, c'est à peu près 1/5 de l'ensemble du territoire. Voilà. Et les parties que vous avez en grisé, enfin, en blanc très léger, ce sont
à l'intérieur des limites maximales du parc, des zones ou de communes qui n'ont pas souhaité adhérer. Voilà. Donc il faut que vous reteniez que ce qu'on appelle l'aire d'adhésion, c'est-à-dire les communes qui ont adhéré au projet de territoire, c'est 95 communes en tout, pour à peu près 200 000 hectares de territoire, hein, dont 52% de forêt. Le cœur, donc je vous disais, un cinquième du territoire, il mesure 56 000 hectares à peu près, et il concerne 60 communes. 60 communes qui ne sont que partiellement concernées, bien sûr. Une commune n'a jamais la totalité de son périmètre, de son territoire en cœur. Voilà. L'espace vert foncé que vous avez tout en haut de cette carte, qui se trouve côté Haute-Marne, c'est un projet de réserve intégrale qui sera créé d'ici la fin 2020. C'est un espace qui est important parce que j'y reviendrai tout à l'heure pour vous détailler, pour évoquer un projet de relevé LIDAR qui est en train de se mettre en place dans ce secteur-là. Voilà. Alors, je suis passé très rapidement, mais parce qu'il y a beaucoup à dire. Vous voyez un trait pointillé qui traverse cette carte, enfin ce territoire du parc national quasiment en diagonale. C'est la limite départementale. Hein. On est assis à cheval sur les deux départements de Côte-d'Or et de Haute-Marne, donc à cheval aussi sur les deux régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Et voilà pour l'essentiel. Très rapidement, tant qu'on est encore sur cette vue cartographique, dont je vous ai parlé, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui s'agite à l'écran et qui permet de pointer des endroits particuliers. Oui. Vous la voyez, parfait. Donc, je vous parlais à l'instant de la future grande réserve intégrale forestière qui se trouve au nord du territoire du parc, qui va être couvert sous peu, c'est l'affaire de quelques semaines, par une acquisition LIDAR. Vous avez tout ce secteur-là au sud-ouest du parc national, toujours en cœur. C'est une vaste zone de forêt domaniale qui mesure 350 km², qui a été couverte par une acquisition LIDAR en 2011-2012. C'est cette acquisition-là qui fera l'objet de l'essentiel des éléments que je vous apporterai tout à l'heure. Et vous avez à la marge, ici, le territoire de Vix, bien connu des archéologues, qui a fait l'objet d'une acquisition LIDAR assez resserrée, qui s'est cantonnée au secteur, enfin à l'emprise estimée du site archéologique de Vix, quasiment, un peu s'en faut. Et dernier secteur du territoire du parc national qui a été couvert, ce sont plutôt le secteur de la Seine amont. Donc ce bassin hydrographique qui se trouve dans le secteur du Châtillonnais, hein, au sud-ouest du parc, où là le syndicat Sequana, syndicat des eaux, a conduit ou va conduire une acquisition LIDAR qui lui permettra d'avoir une connaissance un peu plus fine du bassin versant et des réseaux hydrographiques qui le parcourent. Voilà pour l'approche cartographique. J'espère que vous voyez du coup un peu plus clair sur la manière dont s'organise le territoire du parc national. Un dernier mot sur l'établissement public en tant que tel, parce que c'est ce parc national de forêt qui a été créé donc en novembre 2019, il y a un tout petit peu plus d'1 an. Il est aujourd'hui animé et ses actions sont pilotées par un établissement public national qui intègre une équipe technique ainsi que des instances que je vais vous détailler très rapidement. On est 10 aujourd'hui hein, au parc national de forêt. On sera normalement dans 2 ans, fin 2022, on sera 30 et on aura atteint notre charge maximale, si on peut dire. Je passe très rapidement sur les collaborations qu'on peut avoir qu'on aura, collaboration étroite avec l'Office national des forêts et l'Office français de la biodiversité qui mettront du personnel à disposition pour notamment des opérations de terrain et certaines actions de connaissances qu'on voudra conduire. Voilà, donc c'est une équipe qui est assez réduite en comparaison des autres parcs nationaux et on s'appuie énormément sur des partenariats, on souhaite s'appuyer à l'avenir sur des partenariats étroits. C'est ce qu'on a fait dès le début de la préfiguration du parc en 2011 avec la Maison des sciences de l'Homme de Dijon pour des aspects purement techniques et scientifiques liés au LIDAR que je vais vous présenter juste après. Et c'est ce qu'on va continuer de faire à l'avenir parce qu'on ne peut pas gérer l'ensemble des thèmes auxquels on a la prétention de s'intéresser, qui sont très vastes dans le cas d'un parc national. Voilà. Très varié. Je dis un mot très rapide de nos instances. Bon, le conseil d'administration, c'est évidemment l'instance délibérative qui pilote la stratégie politique, surtout du parc national, stratégie politique, budgétaire, etc. Je voulais m'arrêter un peu plus longtemps sur le conseil scientifique, qui est une instance consultative du parc, qui est très intégrée et qui est très importante pour nos missions, à la fois nos missions de connaissance, de préservation, de police administrative, parce que c'est une instance qui est à l'appui des chargés de mission pour élaborer des avis, élaborer une stratégie scientifique, élaborer ponctuellement des protocoles ou des missions. Donc c'est un panel de scientifiques
c'est une instance très pluridisciplinaire et qui, pour nous, est essentielle parce qu'elle nous apporte une réflexion problématique et un champ scientifique que nous, chargés de mission, on ne peut pas forcément élaborer en interne, évidemment. Alors, mention spéciale à Catherine Fruchard et Yves Potra, qui ont été et qui seront à l'avenir très étroitement concernés, toujours par le Parc national de forêt. Yves Potra, dont vous aviez le nom sur la première diapositive, qui a été membre du conseil scientifique du GIP, groupement d'intérêt public de préfiguration du Parc national de forêt, et qui pendant 10 ans, du coup, a suivi les travaux du conseil scientifique et l'amorce de l'élaboration de la stratégie scientifique du Parc national de forêt, sur les aspects, bien entendu, archéo. Et il a pour cela étroitement suivi le LIDAR qui s'est mené en forêt domaniale de Châtillon. Catherine Fruchard, qui nous a rejoint au moment de la création du conseil scientifique du Parc national de forêt, et non plus du GIP, également sur la thématique archéologique, et qui du coup, en plus par sa spécialisation personnelle, si je puis dire, dans le domaine du LIDAR, des acquisitions LIDAR, qui pourra nous apporter un sérieux coup de pouce sur la mise en place d'acquisitions à l'avenir et sur leur bonne exploitation, voilà, sur toute la vigilance qui s'impose. Voilà. Je voulais également, avant de passer au LIDAR, décidément, vous rappeler brièvement, parce que vous avez maintenant une vue cartographique assez précise de ce qu'est le territoire du Parc national de forêt. Vous connaissez peut-être pas forcément très bien ce territoire qui est placé assez en marge des deux grandes régions et des deux départements que j'évoquais au début. L'intérêt spécial qui fonde la justification du Parc national de forêt, ce sont ces trois grandes entités, ces trois grands éléments que je vous ai mis à l'écran. D'abord une forêt, évidemment, Parc national de forêt, Parc national de forêt feuillue de plaine, une forêt continue dans le temps et dans l'espace, unique en France. Alors, continue dans le temps, c'est important, on a une très très large proportion de forêts anciennes dans le territoire du parc. Forêt ancienne, c'est-à-dire que c'est pas tant que les arbres sont vieux, c'est surtout que le couvert forestier est ancien. Une large proportion, que j'ai évidemment oublié de renoter et de vous apporter aujourd'hui, une très large proportion de ces forêts étaient en place bien avant la Révolution française. Il y a tout un travail d'étude fin qui sera mené pour en préciser l'établissement et la persistance, la permanence, mais donc une très large proportion de forêts anciennes, des forêts qui sont très variées également. On a une densité d'essence à l'hectare qui est remarquable et qui permet d'avoir là aussi des processus biologiques et une biodiversité liée à la forêt qui est très importante, très riche. Forêt ancienne, forêt variée, évidemment forêt feuillue de plaine, donc une large dominante de feuillus, à peu près 85% de feuillus pour 15% de résineux, si ma mémoire est bonne. Et voilà pour la forêt. Deuxième intérêt spécial du territoire, c'est cette position en tête de deux bassins versants, en fait, qui lui permet d'avoir une caractéristique de territoire un peu château d'eau, d'avoir du coup une responsabilité particulière dans la qualité des eaux qu'on envoie dans les bassins versants concernés. Surtout, ça nous permet, à l'échelle du territoire, de ce territoire dont je n'ai même pas précisé qu'il était principalement adossé sur ce qu'on appelle le plateau de Langres, ça nous permet d'avoir une biodiversité très particulière, très remarquable, qui est nettement composée de milieux humides et aquatiques. On a quasiment 700 km de rivières, c'est important pour les applications qu'on peut concevoir vis-à-vis du LIDAR. Donc 700 km de rivières, on a également de très nombreux marais tufeux et systèmes écologiques liés à cette formation géologique particulière qui est liée à la fois à la nature du sous-sol, mais aussi au réseau hydrographique qui le parcourt. Et enfin, troisième brique de cet intérêt spécial du territoire, c'est la présence humaine très ancienne, étroitement liée aux forêts, étroitement liée à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources du territoire et à sa bonne gestion. Le territoire, il s'illustre, enfin, en tout cas on fait volontiers ressortir ces patrimoines, ces activités humaines emblématiques. Il s'illustre non seulement par une présence monastique assez marquée dès le Moyen-Âge, la présence monastique qui a fortement contribué à aménager le territoire, à lui donner aujourd'hui les paysages qu'il a, mais aussi l'articulation entre milieu forestier, milieu ouvert, etc. On a également les activités métallurgiques qui ont été extrêmement prégnantes à la fois pour ce qui était d'exploiter du minerai, mais aussi de le traiter sur place. Donc la gestion forestière, enfin la forêt a été, si je résume un petit peu, à la fois un espace... la forêt était à la fois un espace de ressourcement et un espace spirituel pour les moines, je caricature un petit peu, mais aussi un espace de carburant et de combustible pour la métallurgie.
Donc, présence humaine ancienne, présence humaine très liée aux forêts. J'ai parlé que là d'activités qui sont développées depuis le Moyen-Âge, mais j'aurais bien pu partir un peu plus loin dès l'époque protohistorique pour parler notamment, j'ai fait une vague allusion tout à l'heure, au site de Vix, qui témoigne d'une activité assez importante, à la fois d'implantation, mais aussi d'échange dans ce territoire dès le 5e, 6e siècle avant notre ère. Bon. Je schématise à l'extrême, j'en suis désolé. Si Yves Potra, Dominique Goguet ou d'autres avaient pu être là aujourd'hui, ils auraient été bien entendu bien plus précis que moi sur ces problématiques archéologiques. Dernière diapo avant de passer voilà, au lidar proprement dit. Je jette un œil à l'heure, pour ne pas en dire trop. Le parc national de forêt, il aura à cœur d'établir une stratégie scientifique avec l'appui du conseil scientifique dont je parlais juste avant. Une stratégie scientifique, il aura à cœur de piloter des actions, notamment dès lors qu'on se trouvera dans la zone de cœur qui est réglementée et dans laquelle le parc a une vocation d'exemplarité et de protection maximale des patrimoines. Et on aura également à cœur de mener des actions partenariales, on ne pourra pas faire tout seul bien entendu, et on a surtout, si on reste dans le domaine de l'archéologie, on a des acteurs qui sont déjà très bien implantés, qui prospectent et qui étudient depuis déjà des décennies le territoire, et avec qui on a bien entendu vocation et intérêt à composer pour développer des problématiques de différents ordres, hein, qu'il s'agisse de la connaissance des forêts ou d'autres champs problématiques. Voilà. La technologie LIDAR, dans ce contexte, on la voit comme un outil qui est pour nous essentiel parce que très pluridisciplinaire. Déjà, il nous permet d'avoir des enregistrements et des états des lieux très complets et très précis de territoires très vastes, et surtout, il nous permet d'avoir des applications derrière, donc de la recherche appliquée qui concerne énormément de disciplines. J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc c'est vraiment pour nous un socle d'approche très complémentaire, cette technologie LIDAR. Voilà. Je vous ai listé ici dans la brique verte l'ensemble des cibles patrimoniales, c'est-à-dire les éléments culturels, naturels ou paysagers sur lesquels on se focalise parce qu'ils ont une importance toute particulière à l'échelle du parc. Bon, ce sont évidemment des milieux forestiers que je ne détaille pas là, mais qui sont à la fois des forêts de plateaux, de combes, etc. Des marais tufeux dont je parlais, des prairies patrimoniales qui ont une flore particulière, des pelouses sèches, des effets de lisière, des sites géologiques. Bon, si on s'intéresse plus particulièrement sinon à la culture, on a une architecture traditionnelle très intéressante qu'on cherche à préserver, et une masse très importante de vestiges archéologiques en forêt, dont la diapo suivante va vous donner un aperçu assez éloquent. Vestiges en forêt qui ont été très bien préservés parce que, forêt ancienne, donc couvert assez ancien, qui a permis de fossiliser en quelque sorte tous les gisements archéologiques qui étaient présents, avec une activité de gestion et d'exploitation forestière qui a pu dégrader certains sites ou en faire disparaître, mais globalement, par rapport à des zones qui, par exemple, ont été très exploitées d'un point de vue agricole, on est largement en forêt, on a la chance d'avoir donc des vestiges très bien préservés. Voilà. J'évacue la partie droite de ce tableau qui vous donne un petit peu la logique de l'articulation entre cœur et aire d'adhésion pour les actions que le parc mène. Et je passe donc directement à cette fameuse opération de 2011-2012. Le GIP de préfiguration du parc venait d'être créé. On a la chance d'avoir eu des reliquats de crédit assez conséquents qui nous ont permis d'envisager une acquisition LIDAR sur le massif forestier de Châtillon-sur-Seine, qui est essentiellement domanial. Ce sont donc 350 km² qui ont pu être acquis, survolés. Les financements ont été apportés par le GIP et par l'établissement public Parcs Nationaux de France. La gestion technique de l'opération a été entièrement déléguée à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon pour la partie technique, et pour l'expertise archéologique, c'est l'UMR Artéis qui a fourni beaucoup de chercheurs à l'appui de cette opération, puisque bien sûr c'est une acquisition qui a été élaborée dans le cadre du PCR VIX et son environnement. Voilà. Cette acquisition LIDAR, elle est venue enrichir les nombreuses prospections pédestres qui avaient été conduites dans ce territoire de Châtillon pendant plusieurs décennies. Je crois qu'il y a eu 20 ou 30 ans de prospection pédestre au GPS qui avait déjà permis de faire une levée de structures archéologiques assez conséquente, mais pour être un peu éloquent, ces prospections pédestres avaient, je crois, livré à peu près 205 km linéaires de structures archéologiques
Et l'acquisition LIDAR a permis en 2 ans de franchir pardon, un cap en permettant d'identifier et de pardon, je parle trop vite, d'identifier et de caractériser, si ma mémoire est bonne, près de 1200 km linéaires de structures. Alors, quand on parle de structures, ce sont des enclos élaborés à partir de pierres prélevées sur place ou de la pièce, par exemple. Ce sont également des murets, des levées de terrain, des voies. On a également un nombre inquantifiable, en tout cas pas à l'aide de cette diapo, de tertres en forêt qui peuvent être soit des résultats d'épièrement, soit des nécropoles et donc des structures funéraires. Voilà, on a un éventail de structures archéologiques très variées dont le repérage n'est pas forcément évident parce qu'en forêt, ce sont des structures qui sont peu visibles, mais en plus, il y a évidemment le couvert forestier qui ne simplifie pas le repérage. Donc le LIDAR a été déterminant. Vous avez à l'écran un extrait, hein, c'est pas complet, le LIDAR déborde de cette cartographie-là pour prendre des marges, et notamment des secteurs qui ne sont pas de plateau, mais des secteurs au relief un peu plus marqué en bordure du plateau de Châtillon. Ce LIDAR, il est venu à l'appui de la recherche archéologique qui avait déjà cours, je l'ai dit. Il a permis aussi de venir à l'appui d'enquêtes un peu plus précises, un peu plus localisées, notamment sur la nature des sols et sur l'usage des sols, ce qui nous a permis d'ailleurs, nous, en plus de cette acquisition LIDAR, de financer d'autres opérations. On a, je crois, au moins une datation radiocarbone qui a pu permettre de préciser des éléments étudiés dans le cadre de ces études pédologiques, justement. Et au-delà de cet aspect et de cet usage archéologique, bien sûr, on a également eu un usage, nous, qui était purement environnemental, c'est-à-dire connaissance des peuplements forestiers, notamment étude des hauteurs, j'en dirai un mot juste après, et connaissance d'autres milieux naturels. Voilà, le LIDAR nous ayant permis d'avoir une approche fine de la topographie des terrains et du coup de mettre sur place d'autres études. Ce LIDAR de 2011-2012, il a été largement exploité déjà, c'est pas terminé bien sûr, et en plus de servir au PCR VIX et son environnement, il sert désormais aussi à d'autres programmes de recherche qui sont en cours de montage. Je pense notamment à un récent projet qui a démarré sur les habitats de hauteur du Châtillonnais, pour lesquels il pourrait apporter des éclairages particuliers. Voilà. Alors à côté de cette application archéologique sur laquelle Ludovic reviendra plus largement pour donner des précisions techniques, bien meilleures que les miennes. Voici 3 types d'autres interventions pour lesquelles ce LIDAR a été utilisé. Études forestières, je vous le disais, ce LIDAR n'a pas été cofinancé par l'ONF à l'époque. Par contre, il a largement servi dans le cadre des aménagements de la forêt domaniale, en permettant l'étude des hauteurs des peuplements forestiers, notamment, pour extrapoler la productivité des différentes stations. Voilà. Autre usage très intéressant pour nous, c'était l'étude beaucoup plus localisée, cette fois-ci, de cibles. Je vous parlais dans une diapo précédente des cibles patrimoniales du parc national, parmi lesquelles les marais tufeux. Et là, très concrètement, le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne a pu se saisir des données LIDAR pour étudier plusieurs marais dans le cadre de l'animation du site Natura 2000, marais tufeux du Châtillonnais. Voilà. Et le Seine-Bourgogne, d'ailleurs, a également poussé l'étude d'un site en particulier, qui est celui de Saint-Germain-le-Rocheux, qui, de mémoire, doit être un espace naturel sensible du département de la Côte d'Or. Voilà. Dernier usage, en cours, je crois que ça c'est pas tout à fait finalisé, le syndicat mixte Sequana, dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'ils sont en train d'élaborer un LIDAR pour le bassin versant de la Seine-Amont. L'intérêt pour eux de ce type de modélisation et modèles numériques de terrain, c'est d'avoir des modélisations hydrauliques fines qui permettent de mieux connaître le fonctionnement de sous-bassins versants qui peuvent être en crue à certains moments, donc c'est très intéressant pour eux. Et on donne aussi ponctuellement les données LIDAR à des bureaux d'études. Là, le cabinet CEGI, que je prends pour exemple, lui, il s'est occupé d'étudier un reméandrage de rivières en bordure du cœur de parc, dans une opération assez sensible d'un point de vue environnemental, où il s'agissait de restaurer la continuité écologique d'un cours d'eau de manière fine et en parallèle de l'existence d'un étang qui avait une biodiversité particulière. Voilà. Je vais très vite, j'en suis désolé, peut-être que les questions sont l'occasion d'approfondir certains aspects, mais je pense que je suis déjà quasiment
quasiment trop long. Je termine du coup sur cette diapo-là qui vous résume un petit peu ce que le parc national a en tête à l'avenir. Voilà. Je faisais référence à la future grande réserve intégrale forestière du parc national de Forêt, qui devrait être créée en fin d'année ou en tout début d'année prochaine, qui va faire 3100 hectares et qui est localisée en forêt domaniale d'Arc-Châteauvillain, cette fois, côté Haute-Marne. Le vol pour l'acquisition LIDAR doit avoir lieu dans les jours à venir, théoriquement, si les conditions météo s'y prêtent. L'objectif, c'est d'avoir un état zéro de cette réserve intégrale forestière. Et donc pour des applications, c'est aussi d'ailleurs, parce que l'ONF est largement partenaire de cette opération, hein, c'est aussi de réaliser l'aménagement de tout ce massif, au-delà de la question de la réserve intégrale du parc national de forêt, donc aménagement forestier, et c'est aussi bien entendu pour nous un moyen de mieux connaître le patrimoine archéologique assez mal cerné dans ce secteur boisé-là du territoire. Donc là aussi une approche qui est largement pluridisciplinaire. Ça, c'est un premier coup d'essai, enfin, coup d'essai, non, c'est un deuxième coup d'essai, puisqu'on a eu ce fameux LIDAR de Châtillon. En tant que parc, c'est voilà, la première opération qu'on fait, qui est normalement vouée à être suivie de beaucoup d'autres opérations, puisque la charte du parc national, qui est notre projet de territoire pour les 15 ans à venir, il prévoit qu'entre 2021 et 2034, on devra avoir une couverture quasi exhaustive de l'ensemble des 241 000 hectares du territoire du parc de forêt. Voilà. Alors, ce sera priorisé, selon les moyens qu'on aura et des opportunités. On aura bien entendu une priorité portée sur le cœur du parc national, qui est essentiellement forestier, hein, c'est 95% de forêt, mais donc on aura à chaque fois cette double lecture et ce double intérêt du LIDAR qui sera de servir à l'aménagement forestier, à la connaissance des cibles, mais aussi à des applications purement archéologiques. Et dans un deuxième temps, ou en complément en tout cas, on donnera également, on essaiera de couvrir l'aire d'adhésion, voire l'aire optimale d'adhésion, pour renseigner d'autres problématiques, notamment, si on reste dans le champ de l'archéologie, la connaissance de milieux ouverts, par exemple, et non plus forestiers. Voilà. Alors, cette stratégie du parc, là, je vous donne une date assez large de 15 ans, 2021-2034, elle n'est pas encore tout à fait élaborée, il faut qu'elle vienne justement il faut qu'elle soit précisée par le conseil scientifique et qu'elle s'intercale, qu'elle se glisse dans cette stratégie scientifique globale que le conseil scientifique va élaborer. Et bien sûr, le parc national ne sera pas seul à la manœuvre. Il y aura bien entendu des partenariats techniques et pour ça, j'espère qu'on pourra toujours continuer à travailler étroitement et intelligemment avec la MSH. Mais on aura également des partenariats ONF qui sont gestionnaires d'une bonne partie des forêts du parc national. Il y aura également bien entendu des partenariats ou en tout cas des récupérations de données à prévoir auprès de l'IGN qui a sa propre politique en la matière. Et on a également avec les parcs naturels régionaux voisins, notamment de Forêt d'Orient, parce que le Morvan a déjà largement fait sa part, mais donc des partenariats inter-espaces protégés, inter-espaces naturels, pour conduire ces opérations LIDAR. Voilà. Avec toujours, vous l'avez compris, c'était un petit peu la trame de cette présentation, même si je suis passé très très vite sur ces aspects-là, toujours une approche qui est fondée sur l'interdisciplinarité, puisqu'on a, nous, Parc National, à cœur d'avoir à la fois une action en faveur et en matière de patrimoine culturel et naturel, et paysager. Voilà. J'ai été très rapide, j'espère que Ludovic va pouvoir préciser tout ça dans le cadre de sa deuxième partie, de la deuxième partie de cette présentation. Voilà pour moi. Ludovic, je te laisse reprendre la main. Merci pour votre présentation. Donc, Ludovic Grandjean, vous avez la parole. Merci. Alors, je vous partage. Oui. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vois plus rien. Vous voyez? Oui. Ok. Oui, c'est bon. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ok, donc moi je vais vous présenter plutôt la partie plus technique autour de cette acquisition LIDAR et l'accompagnement que la plateforme de géomatique d'AMSH de Dijon a pu apporter à la fois au parc mais aussi aux chercheurs en archéologie sur ce terrain. Donc je ne vais pas vous présenter de résultats archéologiques en tant que tel, mais plutôt la démarche mise en œuvre. Alors pour nous, cette acquisition, elle se place dans le cadre d'un projet qui s'appelle Désir et qui a été financé par la région Bourgogne à l'époque et qui s'intéresse à la détection de structures patrimoniales à partir d'images de haute résolution. Donc ce projet, il concernait différentes thématiques et différentes problématiques et des territoires variés, dont le territoire du Châtillonnais dont on a parlé.
Alors, ce qui s'est passé sur le Châtillonnais, pour nous, il y a eu différents éléments. Tout d'abord, le suivi de cette acquisition de manière technique, et puis un accompagnement auprès des chercheurs en archéologie, à la fois sur la structuration des données, mais également la détection de structures. Et puis en parallèle, quelques recherches méthodologiques. Donc je vous parlerai d'un test de vectorisation. Et on a également travaillé sur la détection automatique des lapia, mais je ne vous présenterai pas dans cette présentation. Et puis pour finir, sur des restitutions. Juste un petit élément quand même qui me paraît intéressant, c'est la durée. Effectivement, l'acquisition LIDAR a commencé en 2011 et ce que je vais vous présenter va durer jusqu'à 2018. C'est pour vous montrer quand même le temps qu'il faut pour travailler sur ce genre de données. Donc, sur cette diapositive, vous avez l'emprise du LIDAR, mais Baptiste vous en a déjà parlé, donc je passe. Pour commencer, je vais quand même vous préciser ce qu'est un LIDAR, parce que peut-être que certains ne connaissent pas cette technologie. Donc, il s'agit d'une technique d'acquisition de données à partir d'un rayon lumineux, d'un rayon laser. Donc, ce LIDAR, il peut être terrestre. Et pour ce qui nous concerne, il est plutôt aérien. Donc on va placer un LIDAR dans un avion, ça pourrait être un drone ou un hélicoptère, mais dans le cas qui nous concerne, c'est un avion. Et on va émettre un signal lumineux. Ce signal lumineux, il va rencontrer des obstacles, et à chaque fois qu'il va rencontrer un obstacle, il va nous renvoyer un point. Ce qui, du coup, implique qu'on va obtenir, au final, un nuage de points en 3 dimensions. Et alors, ce nuage de points, je vous en ai fait une coupe ici. Donc, si vous voyez la main là, qui se promène sur mon écran, vous avez, sur cette partie-là, une coupe du nuage de points. Donc, on voit très bien la végétation. Et pour un usage en archéologie, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce LIDAR, il arrive jusqu'au sol. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Ce nuage de points, ensuite, notamment dans un cadre archéologique, ce qui va nous intéresser, c'est de séparer le sol de la végétation et finalement de récupérer cette partie que vous voyez en marron ici, qui correspond au sol. Et à partir de ça, on va générer des modèles numériques de terrain, notamment, qui vont nous permettre de travailler et de détecter des structures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette acquisition, généralement, elle est faite par un prestataire extérieur, ainsi que la classification du nuage de points, enfin le traitement du nuage de points et sa classification est fait également par un prestataire extérieur. Du coup, dans le cadre de ce genre d'acquisition, il est nécessaire de suivre le prestataire et de vérifier que l'acquisition correspond bien à ce qu'on a demandé initialement dans le cahier des charges. Et puis également, il est très important, dans un cadre archéologique, de vérifier que la classification, notamment des points sol, est cohérente avec un usage archéologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait suffisamment de points au sol, et pour un usage archéologique, et également d'avoir un tout petit peu plus que le sol, puisque les éléments qu'on va rencontrer, des structures qui peuvent être en pierre, ne sont pas spécifiquement directement du sol, mais légèrement dessus. Donc c'est important de les intégrer également dans cette classification. Du coup, notre rôle dans le suivi de cette acquisition et sur la vérification, on va avoir 3 types de contrôle. Donc cette classification dont je vous parlais à l'instant, vérifier qu'elle sera cohérente pour l'usage qu'on va en faire par la suite. Ça passe très souvent par le calcul de densité de points, à la fois densité de points qui sont émis depuis l'avion, mais également les densités de points qui arrivent au sol. Ça nous permet de détecter des zones qui sont plus ou moins denses. Et puis, la dernière partie des contrôles qu'on fait, ça va être un contrôle d'intégrité, et donc, sur les livrables, vérifier que l'ensemble des livrables sont présents, vérifier que l'ensemble des livrables s'ouvrent correctement, et vérifier aussi que dans chaque
chacune de ces données, il n'y ait pas de perte d'informations. Ça arrive, on est sur des masses de données qui sont quand même très importantes, et il arrive que dans le transfert de la donnée ou dans la compression de la donnée, on perde de l'information. Juste quelques éléments sur cette acquisition. Alors, Baptiste parlait de 350 km², moi j'ai plutôt 380 pour cette acquisition, et c'était la plus grosse acquisition à l'époque qu'on avait gérée. Ça correspond à 13 000 fichiers en tout, 1 Tera de données, et au niveau du nuage de points, on est à 8 milliards de points sur cette acquisition. Je vais passer très rapidement, mais donc ce contrôle de cette acquisition, on a mis en place un protocole, en partie, hein, il y a d'autres éléments qu'on contrôle, et qui se base essentiellement sur la qualité de la donnée qu'on obtient à la fin dans les livrables. On a un certain nombre d'éléments à vérifier, notamment les densités, mais il faut surtout se préoccuper de la qualité finale, et même si on n'est pas exactement aux densités demandées, si la qualité finale est bonne, on peut considérer que l'acquisition est cohérente. Donc voilà, on fait un certain nombre de tests. Ce qui nous intéresse sur cette vérification, c'est souvent essayer d'expliquer des problèmes rencontrés, notamment en termes de densité. Et c'est ça qui nous intéresse, dire si on voit qu'une zone est peu dense, mais qu'on arrive à expliquer pourquoi elle est peu dense, soit par la présence de certains éléments, par exemple du bâti, de l'eau, des résineux qui sont peu propices à la pénétration du signal laser, ou une végétation basse importante. Ça nous permet d'expliquer que finalement le prestataire n'est pas en cause sur la faible densité, mais plutôt c'est la limite de la technologie qui est utilisée à ce moment-là. En tout cas, ça nous permet d'obtenir à la fin une information sur la qualité de l'acquisition, et qui va être particulièrement importante dans la suite de l'exploitation de ces données. Alors Baptiste vous l'a dit, hein, sur cette zone, ce qui est très intéressant, c'est que des archéologues l'étudient depuis de très nombreuses années, et disposent de relevés GPS depuis plusieurs décennies. En marge de ces relevés GPS, il a été mis en place une typologie des éléments qui sont rencontrés pour ce relevé GPS. Et cette typologie se base sur la forme et la morphologie des éléments qui sont rencontrés. Alors là, vous avez sur cette image-là un muret, hein, donc ce sont des tas de pierres de forme linéaire, et qui vont avoir un profil particulier, hein. Il doit se trouver sur le... Voilà, c'est la première figure ici de la typologie. Donc tous les éléments rencontrés sont décrits pour le relevé GPS de cette manière-là. L'enjeu avec le LIDAR, c'était de transférer cette typologie GPS à une typologie qu'on pourrait utiliser à partir du LIDAR. Donc, ce qu'on fait pour arriver à ce genre de choses, on part du modèle numérique de terrain, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. À partir du nuage de points et des points sols, on obtient un modèle numérique de terrain, donc c'est-à-dire l'altitude du terrain, sur laquelle on ne voit pas grand-chose au départ, et qu'on va traiter pour faire ressortir de l'information et des structures. Donc, vous voyez, là, il y a 6 indices qui permettent de détecter et de révéler un certain nombre de structures sur la zone. Donc, je ne vais pas les décrire particulièrement, hein, des ombrages, des indices de pente, etc. Et c'est à partir de ces indices-là qu'on va pouvoir détecter l'information. Donc, l'idée, c'était de mettre en œuvre un protocole qui allait permettre pour les archéologues de détecter leur structure. Donc là, c'est le travail d'Emmanuel Chevigny, hein, qui a travaillé chez nous à l'époque, et qui a essayé de déterminer comment retrouver les différents éléments, et il a défini qu'à partir de 2 indices, on allait pouvoir retrouver l'ensemble des structures sur la zone.
Donc ces deux indices sont ici la pente et une ouverture topographique. Donc c'est ce que vous trouvez ici. Donc c'est ce qu'on a appelé un référentiel standardisé qu'on a proposé aux archéologues pour faire la saisie de cette information. Cette saisie, on a créé une base de données structurée pour leur permettre d'avoir une information cohérente et identique pour tous. En parallèle de ces référentiels, il faut également définir des normes de vectorisation, c'est-à-dire comment on va vectoriser l'information. Donc, où on vectorise, à quel moment on s'arrête, à quel moment on reprend. Et donc ça, ce sont des normes qui ont été dérivées des propositions de Muriel Leroy, hein, qui était une pionnière sur la saisie de l'information à partir de données LIDAR. Je trouve que dans notre cas, il y a une équipe d'archéologues, donc ils sont plusieurs, et donc on se retrouve dans une saisie multi-utilisateur. Et il a fallu mettre en œuvre une structuration pour permettre cette saisie multi-utilisateur. L'idéal aurait été d'avoir une base de données centralisée dans laquelle chaque utilisateur peut aller saisir, mais des contraintes, notamment d'accès au réseau, sont apparues et ne permettaient pas ces éléments-là. Donc on a choisi de créer une base de données locale pour chaque utilisateur, en précisant des zones de saisie pour éviter d'avoir des doublons, qu'on intégrerait ensuite dans une base de données centralisée et qu'on exporterait à nouveau pour chacun des utilisateurs. L'intérêt de la base de données centralisée ici, ça va être de pouvoir faire des vérifications sur les données qui ont été saisies, donc à la fois de tester si on est en présence de doublons, de tester des incohérences géométriques, des incohérences attributaires, ou encore des informations qui sont manquantes. Et à chaque fois qu'on va détecter des erreurs de ce type, enfin des incohérences de ce type, on va dire, on va le faire remonter au chercheur en question pour s'assurer soit que c'est bien, la donnée est bien la bonne, soit au contraire qu'il y a effectivement une erreur et qu'il faut la corriger. Alors, finalement, on s'est rendu compte que sur ces données LIDAR, il y avait assez peu d'équipes qui travaillaient à plusieurs sur une même donnée et sur une même thématique. Et souvent, une personne travaille et numérise les éléments. Nous, on était plusieurs et du coup, on s'est demandé si tout le monde voyait la même chose. On a mis en place un protocole de saisie dont je viens de vous parler. Mais finalement, est-ce que, à partir de ce protocole, est-ce qu'on arrive à voir la même chose ou pas? Et donc, on a lancé un test de vectorisation. Ce test de vectorisation, il s'est fait sur une dalle unique d'1 km², qui avait l'avantage d'avoir des contextes géomorphologiques divers, des structures diverses, et qui représente assez bien l'environnement de la forêt du Châtillonnais. L'avantage, c'est que sur cette zone également, il y avait une prospection GPS qui avait été faite en 2003, et donc on avait une connaissance de relevé GPS sur cette zone. L'idée, c'était de nous rendre compte des indices qui allaient être privilégiés et les plus adaptés pour reconnaître les différentes structures, et également d'évaluer les méthodes de vectorisation des utilisateurs. Il y avait plusieurs archéologues qui participaient, mais ça reste une équipe assez peu nombreuse. Hein, donc, il y a eu 8 participants à ce test de vectorisation. Ces 8 participants avaient des profils assez différents, allant soit de géomaticiens purs jusqu'à des archéologues purs, en passant par des personnes qui avaient des connaissances à la fois en archéologie, à la fois en géomatique. Donc, je vais rapidement passer sur les résultats, mais finalement, le résultat, ça a été que la vectorisation est finalement très hétérogène. Donc, notre protocole très établi et très cadré qu'on imaginait marche pas forcément extrêmement bien, puisqu'on se rend compte que les utilisateurs ont des visions assez différentes de ce qu'ils vectorisent, à la fois en nombre, mais également en termes de type de structure rencontrée.
Alors, les questions qu'on se pose par rapport à ça, c'est est-ce que les indices qu'on a mis en place étaient adaptés ou pas? Est-ce qu'il y a de temps en temps des mauvaises interprétations et comment arriver à ce que l'interprétation soit plus commune, on va dire? Et puis, on a rencontré des éléments où parfois la vectorisation est trop importante par rapport à ce qu'il était prévu au départ. Et du coup, on se pose des questions d'échelle et de ce qu'on arrive à numériser. Juste un élément qui est assez, enfin, je trouve assez rigolo et assez parlant. Là, on a regardé quels sont les indices utilisés par les utilisateurs pour détecter des charbonnières. Des charbonnières sont des places pour obtenir du charbon, hein, donc ça représente généralement par des zones circulaires qu'on voit très bien sur le lidar. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un des utilisateurs, hein, donc sur l'image à la carte de gauche ici, qui avait raté un certain nombre de charbonnières qui sont bien présentes. Hein, sur la partie droite, vous voyez l'ensemble des charbonnières relevées. Et on s'est rendu compte ici que c'était lié à l'usage d'un seul indice au lieu d'en utiliser différents. Là, en fait, on se retrouve sur un plateau et l'utilisateur a utilisé plutôt des pentes pour détecter les charbonnières. Et sur les plateaux, l'indice de pente est assez peu performant pour détecter les charbonnières. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de nous rendre compte et de proposer dans le protocole d'utiliser quand même plusieurs indices pour éviter de perdre de l'information. Alors en conclusion sur ce test, hein, vous l'avez vu, donc une forte hétérogénéité de vectorisation, à la fois sur le nombre de structures, la longueur et également la distribution spatiale de ces vectorisations. Donc voilà, hein, ce que je viens de vous dire, les causes qu'on a pu identifier, c'était le type d'indice utilisé, le respect strict des règles de vectorisation, mais peut-être que ces règles n'étaient pas suffisamment adaptées ou pas suffisamment bien définies. Et puis, on s'est rendu compte aussi que la connaissance du milieu, donc les archéologues qui avaient l'habitude d'aller sur le terrain, qui connaissaient très bien le terrain, voilà, c'était un élément très important pour avoir une vectorisation cohérente. Ce qui nous a posé problème sur ce type de test, finalement, c'est comment valider ces informations. Parce que qui a raison? On avait des relevés GPS qui existaient, mais on s'est aperçu que ce n'était pas adapté puisque le lidar permet de voir des éléments que le GPS ne permettait pas de relever, hein, notamment par l'accès à certaines zones. L'usage de profils permettait vraiment de pouvoir mieux qualifier les types de structures, mais ça reste qu'on ne pouvait pas tout baser là-dessus. Et par contre, le retour sur le terrain d'éléments déjà vectorisés permet là de caractériser beaucoup plus facilement et d'être beaucoup plus juste l'information. Si je reviens à l'avancement, mais finalement Baptiste en a parlé, donc je vais passer très vite. Effectivement, hein, je confirme les chiffres qu'il avait hein, en 2018, je pense. Hein, la carte n'est pas actualisée. On avait bien eu 205 km de relevés GPS qui avaient été relevés par le passé et on en était à 1200 km de relevés linéaires uniquement à partir des données LIDAR. Donc c'est considérable, hein, c'est vraiment quelque chose qui a permis d'augmenter la connaissance sur le site. Donc je passe très vite. Tout ça pour dire que cette base de données, très importante aujourd'hui, elle permet ensuite de faire de l'analyse des données, de l'analyse spatiale, de la restitution graphique. Hein, vous avez des exemples ici, donc de la cartographie thématique en fonction des dates, de la datation des éléments qui se trouvent. Et c'est ce qui a pu être mis en place dans l'ouvrage sur le Châtillonnais, en partie, hein, il y a bien d'autres choses là-dedans. Pour conclure, ce que je voulais vous montrer dans cette présentation, c'est l'intérêt de cette démarche globale, du début de l'acquisition finalement, pas à la fin, puisqu'il y a plein d'autres éléments encore à étudier, mais en tout cas, de traiter cette information de manière globale,
avec des éléments de vérification à tous les niveaux. Donc on en a parlé, hein, l'acquisition LIDAR et sa vérification pour être sûr d'avoir des données de qualité qui nous permettent d'avoir de la détection de structure la meilleure possible. La partie protocole de saisie et protocole de détection, avec l'intérêt du test de vectorisation qui nous a appris beaucoup de choses finalement sur ce qu'on avait pu mettre en place initialement et donc faire remonter ces éléments pour ajuster ces différents protocoles. La saisie de ces éléments avec la vérification de terrain qui est capitale. On ne peut pas uniquement travailler sur le LIDAR seul. Le retour sur le terrain est évidemment très important, ne serait-ce que pour aller obtenir d'autres informations qui sont pas possibles à retrouver sur le LIDAR. Par exemple, la datation des éléments n'est pas détectable à partir du LIDAR. Il faut se rendre sur place. Et l'intégration dans une base de données centralisée qui nous permet aussi de vérifier des incohérences avant de pouvoir passer à l'analyse spatiale et la représentation graphique des éléments. Alors, pour terminer cette présentation, comme l'a fait Baptiste, effectivement, une acquisition sur le parc national devrait bientôt se faire. Et en parallèle à la MSH de Dijon, on a également une nouvelle acquisition LIDAR qui s'est terminée en début d'année 2019. Donc, c'est une acquisition sur le Morvan et la Côte du Ticol qui est multi-partenaire. Donc, qui représente un espace cette fois-ci de 4000 km². Alors voilà, je vais juste vous présenter ça en termes de perspective d'exploitation de données LIDAR. Donc une zone sur ce qu'on appelle la zone écrin des climats de Bourgogne classée à l'UNESCO, qui fait 630 km², et je vous ai juste mis deux captures d'écran qui montrent un peu ce qu'on peut voir sur cette zone. Alors, partiellement, il y a plein d'autres choses à voir, hein, donc du parcellaire et peut-être des structures un peu défensives. Donc plein d'autres éléments également. Et la partie sur le parc naturel régional du Morvan et une partie du Vézelien. Donc celle-ci fait 3300 km². Et je vous ai mis rapidement les captures donc du parcellaire sous forêt. Ici, c'est un château avec une allée devant qui est coupée par la LGV et qui se poursuit en fait après la LGV, mais qui se retrouve complètement en forêt. Donc, je trouve ça assez rigolo. Et puis, des zones d'extraction assez importantes. Donc là, on a une acquisition de 4000 km². L'acquisition sur le Châtillonnais faisait 380 km². Vous avez vu qu'on a travaillé de 2011 à 2018 et ce n'est pas terminé. Là, on a 4000 km² exploités, donc on a des études en perspective, je l'espère. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Grandjean et Monsieur Coste pour votre présentation. Je n'ai pas de questions de la part des auditeurs. Les questions que moi j'aurais pu poser qui sont relatives aux données, c'est est-ce que vous ouvrez ces données à l'utilisation pour la recherche? Donc, typiquement pour des chercheurs qui ne travaillent pas sur ces problématiques, mais qui seraient intéressés de voir ce qui s'y passe, par exemple. Baptiste, je te laisse répondre. Oui, alors nous est arrivé, au-delà du partenariat avec les membres de l'UNR Artemis et la MSH, il nous est arrivé de diffuser les données brutes de l'acquisition LIDAR auprès d'autres organismes scientifiques ou d'associations. Quand je dis association, je pense en fait une association d'étudiants en archéologie de l'Université de Bourgogne qui débutait un nouveau projet de recherche. Donc ça nous est arrivé, effectivement, par contre, bien évidemment, on ne donne dans ce cas-là accès qu'aux données brutes, pas à toute l'analyse et à la catégorisation qu'ont pu faire les chercheurs de l'UNR dans leur domaine de recherche respectif. Voilà. D'accord, ok. Ok, merci. Je veux préciser. Une deuxième question, est-ce qu'il y a une présentation auprès du grand public, donc dans l'idée de l'open science et l'open data, pour présenter ce projet, vulgariser le projet
et montrer une sorte, je dirais, de dashboard des résultats et ce qu'on peut y penser. Alors, très rapidement, je débute et je laisserai Ludovic continuer parce que je pense qu'il y a eu quelque chose de la MSH là-dessus. Mais côté parc, on avait réalisé en 2017 ou 2018 une exposition en partenariat avec le musée du pays châtillonnais Trésor de Vix, qui consistait à la fois à faire un travail sur des extraits papier des dalles lidar au musée avec du public. C'était assez interactif et assez ludique quelque part. C'était une manière pour eux de se mettre dans la peau d'un archéologue et d'essayer d'analyser ce qu'on voyait concrètement sur les dalles et d'essayer d'interpréter. Et ça avait donné lieu ensuite à des prolongements en forêt où on avait parcouru certains secteurs de forêt domaniale pour voir concrètement comment on pouvait vérifier et valider les informations du lidar sur le terrain, en fonction de ce qui restait aujourd'hui comme vestiges visibles. C'est tout ce qu'on s'est contenté de faire pour l'instant côté parc. Il me semble que côté MSH, il y avait peut-être une nuit de... Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. En lien d'ailleurs avec ce que tu viens de présenter, hein, on a fait une nuit des chercheurs sur cette question-là, présenter la démarche notamment. Et voilà, donc on l'avait fait à la fois la nuit des chercheurs et à la fois à l'anniversaire de la MSA. D'accord. Et pardon, j'ai oublié de glisser que j'ai pas la date précise en tête, je m'en excuse. Il y a eu une publication assez importante de travaux archéologiques qui ont été réalisés par les chercheurs du PCR et de l'ENR-Arteis et qui exploitent pour beaucoup ces données lidar justement. D'accord. Je ne sais pas Ludovic si tu as la publication. Oui, tout à fait. C'était ce que j'évoquais rapidement sur les restitutions graphiques que j'ai montré, hein, qui se retrouvent dans cet ouvrage collectif qui va bien au-delà des acquisitions lidar. Hein. Je peux vous retrouver le nom exact de l'ouvrage. J'ai pas. Donc là, effectivement, elle est accessible pour tout le monde. Hein. Hop. Donc, le nom exact, hein, c'est les structures en pierre du plateau du Châtillonnais, du Hallstatt à l'Antiquité tardive, l'apport de l'archéologie forestière, hein, qui a été publié en 2018 sous la direction de Dominique Goguet et Jackie Bénard notamment. On t'entend plus, Irénus. Toujours pas, en ce qui me concerne. Le micro doit être activé. Ah, là, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ok. Je disais que il y a deux autres questions de deux participants. Je ne sais pas si ça, vous l'avez déjà répondu à ma première question. Il demandait comment il pouvait consulter ces données. Donc, toujours ce qui revient, ce que je lis beaucoup sur deux ou trois questions, accès et consultation des données. Mais je suppose que vous avez déjà répondu précédemment par rapport à ma première question. D'un point de vue pratique, en fait, les données doivent être récupérées auprès des établissements publics du Parc national de forêt, ou je pense d'ailleurs de la MSH également. Après, bon, j'imagine que les gens qui posent ces questions sont des personnes très averties. C'est un contenu, en ce qui me concerne, avec mon regard très novice sur les choses, c'est un contenu un peu aride quand même, hein, pour être utile, pour pouvoir en tirer parti. Alors, de notre côté, les données ne sont pas accessibles à la MSH, elles sont accessibles uniquement pour les chercheurs qui sont associés à la MSH d'une manière ou d'une autre. Pour les autres demandes, effectivement, c'est plutôt côté parc qu'il faut. D'accord, ok. Mais merci beaucoup, Monsieur Grandjean et Monsieur Coste, pardon, Baptiste Coste, c'est ce que je voulais dire pour cette brillante présentation. Je vous remercie également pour le temps que vous avez pris pour participer à cette matinée qui est la dernière pour la semaine Data SHS 2020. Je n'hésiterai pas, s'il y a des retours, des remontées, des questions de participants qui aimeraient justement prendre contact avec vous pour discuter de ces données. Mais merci encore d'avoir pris votre temps pour participer à cette journée et je m'associe à la MSH et à la plateforme pour vous dire un grand merci. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Bonne fin de journée à vous.